Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour être parmi nous au Festival Imprimé. Je suis Marine Dou, je suis la cofondatrice de Médiane. Médiane, c'est à la fois un studio de marketing, de design et de tech pour les médias. On n'accompagne que des journalistes et des médias indépendants et émergents. Et on est également un centre de ressources gratuites, c'est-à-dire que concrètement, on aide les porteuses et les porteurs de projets qui veulent lancer leurs projets. Et on co-organise le Festival Imprimé avec Flo Laval et Far West. Bonjour, donc je m'appelle Flo Laval, je suis cofondateur de Revue Far West. Revue Far West, c'est un média local qui raconte l'époque depuis la Nouvelle-Aquitaine, depuis chez nous. Depuis 7 ans, on a commencé par un site internet, revue-farwest.fr. On a aussi une revue papier que vous pourrez voir, on a un stand à l'étage où vous pouvez découvrir la revue. Et on a aussi une newsletter bimensuelle que vous pouvez découvrir dès maintenant, elle est gratuite. Pareil, qui parle de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine avec un esprit long format et analyse de la région. Ensemble, Médiane et Far West, on a créé et co-organisé le Festival Imprimé pour cette 2e édition. On est très heureux que vous soyez là. Je te laisse dire un mot sur le festival. Alors, le Festival Imprimé, l'idée, c'était de mettre en avant ce que nous, on appelle le journalisme engagé. On considère aujourd'hui que citoyennes, citoyens, on doit prendre une part dans la société sur des questions de féminisme, sur des questions d'écologie, de justice sociale, également d'indépendance de la presse. L'idée, et toute la journée, vous allez pouvoir découvrir les intervenantes et les intervenants sur place, mais également en live pour les personnes qui nous regardent déjà en live ce matin. On a commencé en début de semaine avec une double projection sur l'univers des drag queens. On a rassemblé déjà plus de 400 personnes, déjà juste au début de la semaine. On a eu également, vous le retrouvez sur le programme, toute une soirée à l'IJBA, l'école de journalisme de Bordeaux, sur des questions d'écologie et de médias locaux. On a également passé toute une journée au Club de la Presse pour parler de journalisme de solutions et pour apprendre à créer un projet média. Et hier soir, ça commence à faire pas mal de choses. Hier soir, on était avec l'équipe de Cache Investigation pour justement comprendre l'impact des 10 ans de l'émission et son impact sur la société. Et à côté de cette programmation grand public, on a aussi tout un volet éducation média. Depuis 3 jours, on a sensibilisé à peu près 300-400 jeunes, je n'ai pas le décompte exact, de jeunes lycéens, collégiens qui ont fait des ateliers d'éducation média pour leur expliquer l'importance du journalisme, l'importance de l'information dans une bonne démocratie et dans une société telle qu'on la veut avec les valeurs que l'on défend au Festival Imprimé. Je crois même que c'est 371 enfants. Donc ça fait pas mal de monde. C'est la dernière journée. Aujourd'hui, on est au tout début, ça continue jusqu'à 20h. Donc toute la journée, vous allez avoir des conférences thématiques. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura à chaque fois des petits moments à la fin. Et surtout, juste à l'étage, on a dû vous l'indiquer, il y a tout un stand village avec à la fois des associations, une librairie. Vous retrouverez Far West, vous retrouverez Médiane, vous retrouverez certains intervenantes et intervenants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On a également une pause déjeuner, parce que c'est important, avec El Taco del Diablo, des tacos, tout simplement, aussi végétariennes. Ne vous inquiétez pas, c'est important pour nous. Une dernière chose, c'est important de le faire et ça va me demander une petite liste que j'ai sous la main exprès. Le Festival Imprimé est un festival gratuit, ou en tout cas à prix libre. Vous avez vu à l'entrée, vous pouvez rentrer gratuitement ou donner un petit peu vous, si vous voulez soutenir le projet. Pour nous, c'est important que que l'argent ne soit pas un problème et un frein à pouvoir rentrer dans le festival et découvrir les échanges et les débats qui s'y déroulent. Si c'est gratuit, il faut quand même trouver d'autres moyens de financer une bonne partie de ce qui se passe ici, même si nous, on est bénévoles et que beaucoup de gens nous aident de manière bénévole. Il y a quand même évidemment des frais sur un festival comme ça. Donc, on a des partenaires. Et je m'excuse, mais il faut que je prenne le temps de les remercier. On va commencer évidemment par la mairie de Senon, qui nous fait confiance, qui accueille cette 2e édition. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à toute la mairie de nous accueillir. La mairie de Senon et évidemment le Rocher de Palmer, qui nous accueille, qui s'engage sur le projet, qui nous fait confiance et qui s'investit, qui nous a même, on peut le dire, mais gracieusement à disposition le lieu. Et c'est un bel investissement pour nous, un beau soutien pour nous. À côté de ça, évidemment, d'autres partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, la mairie de Bordeaux qui nous accueille sur d'autres événements dans la semaine, la ville de Senon, je l'ai dit, la ville de Pessac aussi avec qui on a fait des ateliers d'éducation aux médias, le LABA qui est un centre de ressources et d'accompagnement de projets européens culturels avec le programme Erasmus et Pro for Démocratie, la MAIF
qui vient cette année et qui nous fait confiance pour nous soutenir cette première année, au même titre que KissKissBankBank qui nous a rejoint. Le Nouvel Air, notre imprimeur historique qui depuis longtemps maintenant imprime toutes nos productions en papier. Je pense aussi à l'IJBA, l'école de journalisme, au FPL, le Fonds pour une presse libre, au Club de la presse de Bordeaux, à l'Utopia qui nous a accueillis en début de semaine. J'espère vraiment oublier personne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les partenaires. Merci à tous de nous avoir soutenus. Merci à vous d'être présents. J'oublie une dernière chose, le festival est entièrement en live. Et ce live, on le fait en partenariat avec Monsieur Mondialisation, qui est une grosse page et un gros média qui partage nos valeurs. Et on est très heureux de les avoir en cross-post sur les internets. Donc voilà, on a fait le tour, je pense. C'est ça, Marine ? Un petit mot aussi sur nos deux équipes, à la fois côté Far West et côté Médiane. Rien ne serait fait sans eux, donc vraiment merci. Un grand merci à eux. Vous allez les voir tout au long de la journée. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Et si vous avez envie de discuter avec nous, on est aussi là pour ça. Bon festival et bonne journée. Merci à vous. Bonjour à tous. Je suis... Non, on me dit attends. Non, c'est pas moi qu'on disait attends. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis Clémence Postier. Je suis la rédactrice en chef du média Revue Far West. Et on va commencer cette journée par une table ronde sur le féminisme et la transidentité. Comment rendre leur place dans les médias aux femmes trans. Et il y a un autre titre également à cette table ronde qui est Pas de féminisme sans femmes trans. Le principe du festival imprimé de Revue Far West et des valeurs de Médiane, c'est pendant un an, on regarde un petit peu ce qui se passe dans la sphère médiatique. Et on voit comment certains sujets ne sont pas traités comme nous, on aimerait qu'ils soient traités. Et le sujet des femmes trans, des personnes trans en général, mais des femmes trans dans le féminisme, a été traité d'une façon qui nous paraît inacceptable. Il y a eu plein de choses qui sont passées en un an, des choses un peu de pop culture. Par exemple, cette table ronde aussi née d'une certaine incompréhension de l'équipe face à l'affaire J.K. Rowling. En fait de se rendre compte effectivement que le grand public n'est pas forcément bien sensibilisé à ce qu'est une TERF, donc ce type-là de féminisme, à ce qu'est une féministe. Et pourtant, actuellement, dans les médias mainstream, ce sont beaucoup ces personnes-là que l'on entend, Dora Muto, Marguerite Stern. Donc, on a eu envie de porter cette table ronde, de parler du féminisme et du féminisme avec des femmes trans. Pour cette table ronde, les femmes invitées ne sont que des femmes trans. Je précise que moi, je suis une femme cisgenre. Et pour ceux qui ne sont pas bien à l'aise avec qu'est-ce qu'une personne cisgenre, pas de panique, ce sera expliqué. Et il y a un autre point important qui est, donc, vous l'aurez compris, cette table ronde est sur l'invisibilisation des femmes trans. Vous avez dû voir sur le programme que sur scène, nous devrions être 4. Nous sommes 3 et Lexi est en visio avec nous. Bonjour Lexi. Bonjour. Lexi du compte Aggressively Trans et autrice également. Je suis en compagnie de Rachel Gara-Valcarcel, qui est journaliste chez 20 minutes, et de Maud Royer, qui est cofondatrice de Toutes des femmes. Et effectivement, Lexi aurait dû être avec nous physiquement. Et il y a une raison un petit peu particulière pour laquelle Lexi n'est pas là physiquement, mais en visio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lexi, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui au Rocher de Palmer ? Oui, j'aurais préféré, je devais être avec vous. Je ne le suis pas parce que j'ai préféré privilégier ma sécurité après avoir reçu dans la soirée hier de nombreuses menaces, intimidations, menaces de mort si je venais à Bordeaux.
Donc voilà, il y a eu cette décision prise d'être plutôt en visioconférence. Donc nous, ça nous paraît encore plus important de faire cette table ronde et de porter ces thématiques-là, puisque on est bien d'accord que c'est absolument inacceptable de menacer une femme de mort uniquement parce qu'elle existe. Donc c'est ça qu'on va porter aujourd'hui. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, on va commencer. On va commencer par un petit moment pédagogie, justement sur qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que le passing, qu'est-ce que l'expression de genre, qui sont des thématiques importantes à avoir en tête quand on parle de transidentité. Et Lexi, la légende raconte que vous êtes particulièrement douée pour faire cette pédagogie-là. J'espère l'être. Oui, autour des transidentités, il y a en effet tout un tas de concepts qui ont attrait à la sociologie, aux rapports interpersonnels, qui sont importants à connaître. Et bien souvent, la première de ces notions, c'est la définition de transidentité, de personne transgenre. Le terme lui-même, il vient du latin, transgenre, c'est-à-dire de l'autre côté du genre assigné à la naissance. On a une société, on s'est construit autour d'une organisation et d'une répartition des tâches en fonction du genre. Et cette assignation d'un genre qui détermine notre position, nos possibilités et aussi comment on va être traité dans la société, elle se fait sur la base d'une observation des organes génitaux à la naissance. C'est un fonctionnement qui est celui qu'on connaît, qui est pour nous vraiment l'ordre de la nature, mais d'autres sociétés dans le temps et dans l'espace ne fonctionnent pas nécessairement comme celle-ci. On a des exemples de sociétés, notamment, je pense au Himba en Afrique, où le genre n'existe pas virtuellement, et d'autres facteurs comme la classe sociale, comme les croyances religieuses vont déterminer quelles fonctions, notamment professionnelles, peuvent être celles dans lesquelles on fonctionne. D'autres sociétés, on peut penser aux natifs en Amérique, ont 5, 3, parfois 12 genres dans le cas de l'Inde antique. Donc on a un système qui existe chez nous, qui est structurant, mais qui n'est pas finalement universel. Et il est important de garder ce relativisme en tête. De fait, il y a des personnes trans, mais il y a aussi des personnes qui forment la majorité de notre société, qui ne le sont pas. On les appelle cisgenres. Merci beaucoup. Est-ce que Rachel ou Maud, vous avez quelque chose à ajouter dans cette définition ou... Non. Merci beaucoup pour avoir expliqué ça. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous renseigner, à lire des podcasts, à lire des livres, à lire des articles, car voilà, là on est sur une table ronde, c'est normal, on en discute, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire porter la charge mentale de l'explication de son identité aux personnes concernées. Avant d'enchaîner, je vais me permettre un petit appel à l'aide pour des raisons techniques. J'ai laissé mon téléphone et ma montre, donc j'en ai absolument aucune idée de comment le temps passe sur cette table ronde. Donc si quelqu'un de l'équipe organisatrice à intervalles réguliers pouvait... Ah super, merci beaucoup. Parce que sinon, on est là jusqu'à 15h. Donc voilà, je vais avoir des problèmes. Donc une fois qu'on a défini ça, moi j'aimerais, déjà, est-ce que ce serait possible, Maud, que vous nous présentiez justement le collectif Toutes des femmes, qui est un collectif féministe, puisque justement c'est le thème de cette table ronde, c'est féminisme et transidentité. Qu'est-ce que le collectif Toutes des femmes et pourquoi l'avoir créé ? Merci. Merci de m'accueillir et de nous accueillir toutes les trois à cette table ronde aujourd'hui. Le collectif Toutes des femmes, c'est un collectif qu'on a créé en tout début 2020 en réaction à de ce qui était à l'époque une des premières tribunes, en tout cas depuis des années, qui remettait sur la scène du débat public national la question de la place des femmes trans dans le féminisme, qui était une tribune à ce moment-là signée par quelques militantes féministes, je crois dans Marianne,
pour la première d'entre elles, et qui nous a semblé le point de départ de peut-être quelque chose qui nous semblait effrayant à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, qui est l'ancrage, l'hypothèse de l'ancrage dans le féminisme français d'un courant transphobe important, comme c'était le cas déjà depuis plusieurs années, par exemple dans d'autres pays, notamment là où c'est le plus prégnant, le Royaume-Uni. Et donc on a voulu réagir rapidement et fortement. Donc on a coécrit à plusieurs un groupe de femmes trans qui se connaissaient pas toutes d'ailleurs. Avant, on s'est un peu mis en contact, on s'est rencontrés pour certaines à ce moment-là. Et un petit groupe aussi de militantes féministes cis. On a écrit un texte qu'on a fait signer par une centaine de collectifs et d'associations féministes françaises et par plusieurs centaines de militantes féministes pour montrer que finalement cette transphobie dans le féminisme c'était quelque chose d'extrêmement minoritaire, que le mouvement féministe français était majoritairement pas transphobe, si ce n'est même militant clairement pour les droits des personnes trans, et que du coup ça n'avait principalement qu'une existence médiatique. Et ça va être justement toute la question de la discussion aujourd'hui, c'est quel est justement, quand on traite le sujet, comment on en fait un sujet, alors que justement c'est peut-être pas le cœur de la transphobie en France, la question du féminisme, mais ça le devient parce que c'est un sujet qui est très médiatique. Voilà. Ensuite, le collectif a continué au-delà de cette tribune et est toujours actif aujourd'hui, et c'est diversifié dans énormément d'actions pédagogiques et de formation et d'argumentaire. Donc on a un site avec une foire aux questions qui peut servir d'argumentaire et de source pour notamment du fact-checking notamment pour les journalistes. On a réalisé un documentaire avec le collectif XY Media, qui est un média transféministe qui a produit plusieurs dizaines de vidéos sur YouTube là, depuis 2 ans, avec le soutien de l'ILGA, qui est une association, de l'ILGA Europe, qui est une association européenne qui finance plusieurs actions pour les droits des personnes trans dans toute l'Europe. On a collaboré avec Nous Toutes, pour le coup, le gros mouvement féministe mainstream en France, pour montrer aussi voilà, que on a toute notre place là-bas pour des formations sur les droits des personnes trans et sur les droits des femmes trans. Voilà, tout un tas d'actions qui à la fois visent à faire le pont avec le mouvement féministe qui, sans être transphobe, ne serait pas forcément hyper formé sur les questions de transidentité, et aussi fournir de l'argumentaire plus généralement pour intervenir dans le débat public, et c'est ce qu'on fait. On est régulièrement invité dans les médias pour intervenir sur ces questions en tant qu'experte. N'hésitez pas, si vous voulez intervenir, Alexis, à faire un petit signe, parce que dans les trucs techniques, il faut que vous fassiez un petit signe si vous voulez intervenir de façon pour compléter des choses. Rachel, vous êtes donc journaliste, et justement, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire Maud, c'est que dans la réalité, le féminisme est plutôt inclusif, mais par contre, on a l'impression qu'il y a une espèce de réalité alternative qui se crée, où effectivement, mais oui, il y a un mouvement qui est assez brutal. Et alors, là, vous avez le droit de me dire, c'est parce que vous êtes une personne cisgenre. Mais effectivement, moi qui ne suis pas victime de transphobie au quotidien, j'ai vraiment cette impression que, bon, sans être hyper inclusif, on n'en parlait pas trop, et que ça fait 1 an et demi que c'est la fête à la violence, avec des débats absolument... Enfin, des débats, déjà rien que ça, des débats sur l'existence des femmes trans, rien que ça, c'est des questions qui sont quand même assez terribles. Et voilà, et elles font des tribunes, elles passent à des heures de grande écoute sur le service public, et d'un seul coup, on a l'impression que oui, il y a un clivage qui est extrêmement important et qu'elles sont très présentées. Vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous pourriez essayer d'expliquer ça, d'analyser ça? Comment ça se fait qu'il y ait cette double réalité comme ça? Bonjour et merci de nous accueillir aussi. Bon, effectivement, la transphobie, elle n'a pas été inventée il y a 1 an et demi, 2 ans.
Mais disons que dans les médias, elle se développait de manière un peu différente. Il n'y avait pas une opposition clairement politique sur les personnes trans, quoi. Il y avait plus, comment dire, les discriminations et les clichés habituels, entre guillemets, sur les femmes, surtout les femmes trans d'ailleurs, qui sont, pas que les hommes trans soient pas discriminés, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais les femmes trans sont plus visibles et donc plus, comment dire, sujettes au colibé, quoi, pour le dire gentiment. Et donc les personnes trans dans les médias jusqu'à il y a peu, c'était Martin est devenu Martine, on a suivi sa transition, c'est très spectaculaire, vous allez voir avant, après, vraiment c'est incroyable. Et c'est quelque chose dont les médias ont eu beaucoup, enfin d'ailleurs ils ne s'en sont pas encore tout à fait séparés, hein, pour être honnête. J'ai écrit un article, je crois que c'était en 2018, dans Slate, pour dire voilà, il est temps de sortir de la sidération, quoi. Le sujet, les sujets qui traient aux personnes trans, c'est les discriminations, c'est le fait que je ne peux pas trouver un job, c'est que je ne peux pas trouver un appartement, je n'ai pas accès aux soins, etc. etc. C'est pas de savoir si Martine met du rouge à lèvres ou pas. Ça, c'est une première chose. Après, je crois que les médias sont dans une tendance, là je mets ma casquette de membre de l'AJL, l'association des journalistes LGBTI, ils ont une tendance à chercher le dissensus pour créer du débat, même sur des sujets où il ne devrait pas y avoir de débat, c'est-à-dire l'existence de personnes, c'est quand même ça dont il est question, et même quand le débat est complètement disproportionné, c'est-à-dire que c'est une ultra-minorité qui essaye de porter le dissensus. Sauf que, comment dire, pour faire exister le débat, il faut un peu grossir le petit côté, quoi, d'une certaine manière. Mais ce que je remarque, c'est que ce qui se passe depuis 2 ans, les arguments qu'on entend, les moyens qui sont développés, ce qu'on voit dans les médias, comment les médias réagissent aussi, on l'a déjà entendu il y a 10 ans, au moment du mariage pour tous. Ce sont exactement les mêmes méthodes qui sont à l'œuvre, les mêmes arguments, quasiment les mêmes personnes, parfois avec de nouveaux et nouvelles alliés. Ce sont les mêmes choses qu'on entendait il y a 25 ans sur le Pax, il y a 30 ans sur la dépénalisation de l'homosexualité, il y a 40 ans, et même malheureusement moins de temps que ça, sur l'inclusion des lesbiennes dans le mouvement féministe, en fait. Donc tout ça n'a rien de nouveau, mais pour certains médias, ça a l'air nouveau, il y a l'air d'avoir potentiel clash. Il y a une réduction du débat journalistique au pour-contre depuis, enfin c'est pas très nouveau, mais voilà, on n'arrive décidément pas à en sortir, qui fait qu'on crée en fait un débat de toutes pièces qui n'existe pas, et on le voit bien depuis cette première tribune de réponse toutes des femmes il y a maintenant 3 ans. En fait, à chaque fois qu'il y a une offensive transphobe nouvelle, que ce soit par une tribune ou quelque chose, en fait on voit une réponse très unanime, très massive du milieu féministe en France, en fait. Et justement, avant d'enchaîner, vous avez parlé de la JL et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est et également qu'est-ce qu'on pourrait faire, puisque autour, par exemple, de la question des féminicides, qui étaient les violences sexistes conjugales étaient très maltraitées dans les médias depuis longtemps, et il y a eu en fait une directive, en fait, une étude qui a été faite, une directive faite par une association de journalistes, et c'est pour ça en fait que on a cette impression que soudainement le mot féminicide est apparu. C'est parce qu'en fait il a été recommandé. Il y a eu une série de recommandations. Oui, il y a eu un travail mi-temps. Et justement, est-ce que ce genre de choses est en cours, justement pour former les journalistes à parler correctement des questions trans et est-ce que c'est ce que fait la JL? Alors effectivement, la JL, elle a été créée il y a 10 ans, précisément à la suite des débats sur le mariage pour tous. Alors, j'y étais pas à l'époque, mais je vais dire on, qu'ils ont trouvé particulièrement, au-delà de la violence que tout le monde a pu constater, on a trouvé qu'il y avait une faillite journalistique dans ce qui s'était passé il y a 10 ans, avec en fait une très faible place donnée aux personnes concernées. Il ne faut pas fétichiser la parole des personnes concernées, mais il faut quand même faire un minimum son travail. Et donc, un petit groupe de journalistes, à l'époque plutôt des amis et amis d'amis, hein, se sont formés en 2013 avec l'idée je vais utiliser un gros mot, de former une sorte de lobby pour essayer d'influencer les rédactions. Donc, il y a
plusieurs choses qui ont été mises en place, une charte qui a été signée par pas mal de médias pour essayer d'inciter un meilleur traitement des sujets des personnes LGBTI. Il y a un kit informer sans discriminer à l'usage des journalistes qui a été mis en place, qui est régulièrement mis à jour, qui est augmenté, qui est d'ailleurs très visité. On sait qu'il est très utilisé, même d'ailleurs au-delà des journalistes, parce que c'est souvent une bonne base pour qui veut comprendre ce que c'est qu'une personne cisgenre, une personne transgenre, pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de la soirée des outdoors. Il y a eu 4 soirées jusque-là qui récompensent qui se fait de bien, pour le coup, dans les médias sur ces sujets-là. Et on fait effectivement des formations dans des écoles de journalisme. On essaye de rentrer dans des rédactions aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Je passe un appel, on n'a jamais fait de formation à l'IJBA encore, peut-être qu'il y a des élèves qui pourraient inciter leur administration. C'est mon ancienne école, malheureusement on n'a jamais réussi à y rentrer. Mais on a fait ça au QEJ, on a organisé une table ronde récemment à l'IPJ, dans plein d'autres écoles en vérité. Et on a fait aussi des études. Là, dernièrement, on en a fait une sur la transphobie dans les médias. On a regardé les 20 premiers sites médias français de mi-août à mi-novembre, si ma mémoire est bonne. Mi-août, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment de la polémique sur la fiche du planning familial où on voit un homme enceint. Et en fait, on voulait objectiver le sentiment qu'on avait, qu'il y avait une offensive conservatrice aussi, que ce n'était pas juste... Il y a de la méconnaissance, il y a des erreurs, il y a très bien, ok, mais il y a aussi une vraie offensive conservatrice dans certains médias qui se font une spécialité d'attaquer les droits des personnes trans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à... On a du boulot, quoi. Et justement, en parlant de médias, les réseaux sociaux sont aussi un média. Et également un média, comme vous disiez, d'éducation et de formation. Et vous, Lexi, vous tenez ce compte qui est très suivi et très utile. Je vous raconte ma vie, mais j'ai appris plein de choses grâce à vous. C'était vraiment top. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu justement nous parler de ce compte, pourquoi vous l'avez créé, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que potentiellement ça vous a coûté également, et voilà, un petit peu parler voilà, de ce compte Instagram Aggressively Trans. Oui, c'est un compte qui aura 5 ans cette année, qui est né en tout début de mon parcours de transition médicale et qui est un peu une impulsion très personnelle face à la prise de conscience que ce parcours qui était rendu aussi public, parce qu'une fois on se lance dans les protocoles administratifs, médicaux, ça impacte aussi notre vie au travail, notre vie publique, le rapport aux administrations, il faut en parler, il faut l'expliquer. Et que face à ça, en fait, dans des universités, on peut recevoir sur des groupes WhatsApp d'études des menaces de mort, que à la poste, quand on va chercher un colis, des fois on nous refuse le colis à cause de problèmes d'incompréhension. Donc c'était vraiment un besoin d'agir face à la prise de conscience de manque, d'incompréhension et de volonté de violence auquel je ne m'attendais pas naïvement à l'époque. C'est un compte sur lequel j'ai voulu à la fois témoigner de choses plus personnelles et essayer de créer aussi des connaissances plus factuelles en utilisant ma formation universitaire, notamment en anthropologie ou en histoire de l'art. J'espère que c'est utile. C'est beaucoup de travail. C'est aussi, hier, c'était la journée internationale de la visibilité transgenre. Ça a clairement créé une visibilité à laquelle je ne m'attendais pas et qui montre aussi à quel point il est dur de prendre la parole parce que les menaces de mort, j'en ai reçu hier concernant ma potentielle venue au festival, mais j'en reçois en fait au quotidien. Ce qui montre qu'effectivement, la parole engagée, elle crée des tensions et elle crée une réaction. Je crois que les réseaux sociaux, dans cette prise de dynamisme d'une frange transphobe dans le féminisme, mais aussi dans les médias et dans le monde politique, ça a pu être un élément déclencheur parce que je crois qu'on assiste en fait à une organisation de la réaction
à notre propre organisation militante, face à des initiatives qui marchent très bien comme le FAST qui a été créé par Acceptance Transgenre, et plus largement à nos prises de parole et à nos volontés de pédagogie qui étaient en fait très marginalisées avant les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui les seules plateformes qui nous permettent une indépendance de la voix et en fait d'avoir des propos par nous. Justement, dans ce que vous dites, alors ma question va vous paraître très naïve et elle est volontairement naïve. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis à toutes les trois, qui est que on sent que ça dérange. Quand il y a des réactions aussi violentes, il y a ce côté-là. Et en fait, alors dites-moi si vous ne voulez pas répondre à cette question, mais à votre avis, pourquoi est-ce que ces personnes réagissent aussi violemment au fait que les femmes trans existent, au fait que vous soyez des femmes trans? Qu'est-ce qui coince, quoi? Qui veut commencer sur cette question naïve et en même temps un peu Maud? Allez-y. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à la montée de la transphobie actuelle. Déjà, c'est un mouvement mondial. C'est un mouvement mondial dans le sens où, en tout cas, dans les pays du Nord où il y a l'espace pour ça, il y a eu une offensive de la droite réactionnaire sur les questions de transidentité, qui s'est accrochée à des trucs différents selon les pays, qui s'est accrochée à une frange du mouvement féministe pour prendre graine au Royaume-Uni, qui a tenté de faire la même chose en France, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, mais qui aujourd'hui est quand même principalement porté en France, par les mouvements réactionnaires issus et héritiers de la Manif pour tous, et qui, aux États-Unis, s'accroche au mouvement de droite conservateur historique, et notamment au lobby anti-IVG. Ces mouvements réactionnaires, ils sont historiques, ils sont bien antérieurs à l'existence massive de la transidentité dans l'espace médiatique, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a une part d'opportunisme, tout simplement, de la part de ces mouvements réactionnaires qui se sont saisis de la transidentité pour créer une nouvelle sorte de panique morale, pour leur permettre de rassembler autour d'eux. En France, notamment en particulier, la dynamique, c'est qu'au départ, le sujet est planté par quelques féministes qui aujourd'hui n'ont plus rien de féministes, qui importent un peu l'idéologie et le discours qu'on trouve au Royaume-Uni pour tenter de développer un discours transphobe, qui ne s'enracine pas du tout dans le féminisme en France, contrairement au Royaume-Uni. Et qui par contre est bien remarqué par la droite réactionnaire, et on a ensuite au cours des années qui ont suivi plusieurs organisations qui se créent, l'Observatoire pour la Petite Sirène, qui est l'Observatoire de la Petite Sirène, donc qui est une association qui s'organise contre les transitions et l'accompagnement dans les transitions de genre des enfants. On pourra en parler plus en détail, et Hippomonie, qui est une deuxième association, qui est une association de parents d'enfants trans qui s'opposent aux transitions de leurs enfants. Donc qui leur imposent des thérapies de conversion, concrètement. Et ces deux associations se rapprochent immédiatement des mouvements de la frange réactionnaire des mouvements psychanalytiques en France, qui sont très ancrés et qui sont un camp de base historique, j'ai envie de dire, des mouvements réactionnaires sur les questions de genre en France. C'est la psychanalyse, qui s'était déjà opposé au Pax, qui s'était déjà opposé au mariage pour tous, et tout ça, avec les fonds et les financements et les réseaux de la Manif pour tous, fait que c'est super puissant aujourd'hui. Ces gens s'opposent aux personnes trans parce qu'ils s'opposent en général à toute politique d'avancée sur les questions de genre, et ils sont autant anti-trans qu'anti-féministes. Et c'est pour ça qu'on a ce processus de clarification qui fait qu'ils ont réussi à rassembler autour d'eux finalement celles qui au départ ont tenté de planter la graine de la transphobie dans le féminisme. Aujourd'hui, Dora Muto en particulier, donc qui est un peu la figure avec Marguerite Stern de celles qui aujourd'hui s'appellent les féministes parce qu'elles ont bien compris que plus personne voulait d'elles dans le féminisme. Dora Muto aujourd'hui a complètement
perdu dans son discours ce qu'il pouvait y avoir au départ de féministes il y a encore 4 ans. Elle défend une politique différentialiste, des rôles genrés, des hommes et des femmes. Elle trouve qu'on devrait payer les femmes pour rester à la maison, etc. Enfin, c'est vraiment son discours, son discours aujourd'hui. Et donc, en tout cas en France, il est vraiment très clair, mais c'est le cas aussi vraiment très visiblement aux États-Unis, où c'est les mêmes qui portent le recul de l'IVG et le recul des droits des personnes trans. Il est vraiment très clair que cette attaque des droits des personnes trans, elle fait partie d'un mouvement réactionnaire, d'un backlash antiféministe plus général, voire même elle est la pointe avancée de cette offensive. Aux États-Unis, dans les États où les droits des personnes trans sont les plus reculés, et il y a 11 États aujourd'hui aux États-Unis quand même qui ont rendu illégal le fait d'accompagner un enfant trans dans sa transition. Et quand on dit d'accompagner, c'est pas forcément d'entamer une transition médicale, c'est de faire n'importe quoi d'autre qu'une thérapie de conversion. Donc il y a 11 États où c'est illégal, dont un en particulier l'Arkansas, où c'est un crime punissable jusqu'à 10 ans de prison pour les soignants qui accompagneraient des enfants trans. Dans ces États-là, c'est aussi les États qui ont été les premiers à repénaliser l'IVG quand l'arrêt Roe versus Wade est tombé en mars, en juin 2022. Donc voilà, c'est un mouvement réactionnaire plus général et en France, finalement, ça a été relativement bien compris par les féministes et permis cette convergence parce que les féministes ont bien compris que, en fait, si on reculait sur les droits des personnes trans, les femmes cis et les droits des femmes cis et les droits d'autonomie corporelle pour tout le monde en général seraient le rang juste derrière, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Mais... C'était vraiment super. Et Lexi, j'ai vu que vous vouliez... j'ai vu votre petit signe. Dites-nous tout. Oui, je crois qu'en France, la particularité locale, disons, dans la digestion de ce modèle effectivement américain, anglo-saxon, c'est que l'arrivée et le ciblage des personnes trans, il s'est aussi superposé à une volonté d'opposition à tout ce qui n'est pas dans l'universalisme républicain. Et en fait, les personnes trans sont un peu naturellement devenues les premières cibles en superposition à d'autres théories comme celle de l'islamo-gauchisme, du wokisme, là où avant on ciblait d'autres minorités sociales, dont des personnes LGB, on s'est très vite imposé comme la cible facile et presque l'horizon politique de ces mouvements qui existaient auparavant et qui facilitent aussi le fait qu'aujourd'hui on puisse en parler si violemment comme on le fait dans beaucoup de médias. Je crois aussi qu'il faut voir que la prégnance du modèle américain, elle se fait de façon très littérale, jusque dans le vocabulaire qui est employé pour parler de nous. Il y a encore quelques jours, lundi, une fusillade a eu lieu à Nashville aux États-Unis, dont on sait aujourd'hui que le tireur était un homme trans. Et le vocabulaire qui a été utilisé dans les médias américains pour en parler, pour condamner, pour instrumentaliser et condamner toute la communauté sur ce fait, Dora Muto l'a repris littéralement. Elle a repris littéralement les hashtags transterroristes qui ont été lancés dans la foulée. Donc, il faut voir qu'il y a vraiment cette tradition française d'une construction républicaine qui est très homogénéisante, très universaliste, et qui en même temps réussit à récupérer la panique morale, c'est ce que tu disais, Maud, américaine. Je voudrais ajouter une petite chose en disant qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est une particularité française, mais en tout cas je le vois à plusieurs reprises en France ces dernières années, c'est que le sujet n'est jamais pris frontalement. On va s'intéresser notamment aux enfants. Donc je vous le dis, si on défend quelque chose au nom des enfants, méfiez-vous. On l'a fait sur le mariage pour tous. Au fond, les manifestations, bien sûr, elles s'opposaient au mariage pour tous. Mais qu'est-ce qui a fait la recette de la manif pour tous? C'est l'adoption, c'est la PMA, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? On ne ment pas aux enfants. Quand en 2013, vous avez des papas qui montent dans les grues au nom de SOS Papa parce qu'on ne respecte pas les droits des pères dans les divorces, on parle des enfants. Les enquêtes journalistiques ont montré qu'il s'agissait de mouvements masculinistes
avec une misogynie crasse à l'intérieur de ces organisations. Mais on parlait des enfants, c'était mignon, les médias s'y sont intéressés. Quand l'homosexualité s'est faite plus visible dans les années 70, qu'est-ce qu'on dit? Pédophilie. Mais on peut même l'élargir beaucoup plus largement. Quand une cantine d'une mairie écologiste dit pour des raisons techniques, il n'y aura pas de viande pendant quelques temps, mais on va mal nourrir nos enfants. Enfin, c'est un argument nul. Quand une mairie veut arrêter les subventions à un aéroclub, mais les rêves d'enfants, mais qu'allez-vous faire des rêves d'enfants? Donc en fait, c'est absurde parce qu'en plus, c'est très simple. On peut plaquer ce qu'on veut sur les enfants. Puisque en plus, quand ils parlent vraiment, on les écoute pas vraiment. Donc c'est très très simple. Mais voilà, c'est un truc qui est quand même très marquant et qui fait un fil entre tous ces mouvements assez réactionnaires. On a parlé justement de la place des femmes trans dans l'univers médiatique. Mais il y a autre chose qui est important pour avancer en tant que société, c'est la pop culture et la culture en général. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une question que j'aimerais vous poser, Maud. C'est quoi les représentations et qui, résultat, en plus, s'impriment comme des représentations classiques de la femme trans dans les œuvres culturelles? Et quel est l'impact que ça peut avoir justement sur nos perceptions à nous, sans qu'on s'en rende compte, des femmes trans? Oui, tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, Rachel, en parlant de ce qui, avant que les personnes trans deviennent un sujet médiatique, je dirais sur la scène politique, de débat, qu'on se mette à débattre de est-ce que les personnes trans existaient, est-ce que les enfants devaient avoir le droit de transitionner ou est-ce qu'on devait les torturer jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Il y a effectivement une représentation des personnes trans qui existe dans les médias, dans la pop culture, dans la fiction, depuis déjà un certain temps. Cette représentation des personnes trans, déjà, on évacue tout de suite les hommes trans, qui sont complètement invisibilisés jusqu'à ce que, entre guillemets, ça devienne un sujet politique, la transidentité, c'est-à-dire qu'on voit maintenant des hommes trans sur les plateaux, parce que c'est devenu un sujet politique. Enfin, c'est aussi intéressant de voir à la fois que cette invisibilisation, elle a empêché probablement plein d'hommes trans de transitionner pendant des années parce que par absence totale de modèle, mais à l'inverse, la surreprésentation des femmes trans avant même que, à l'époque où c'était pas un sujet politique, elle pour le coup, elle découle assez clairement d'un fait misogyne et d'une mise en scène de la féminité qui est globalement surexposée médiatiquement, tout en n'ayant pas la parole. Et donc la représentation des femmes trans avant que les femmes trans puissent occasionnellement avoir le droit de parler sur des plateaux. Dans la fiction, elle se divise en globalement deux grands clichés. Donc il y a notamment Karine Espinera qui a travaillé là-dessus dans ses travaux pionniers sur le sujet, qui sont d'un côté la femme trans pathétique, c'est-à-dire la femme trans qui ne passe pas, dont on voit qu'elle est trans, qui ne dupe personne, entre guillemets, et dont tout le monde sait qu'au fond, elle est un homme et qui est ridicule. Elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas méchante, mais elle est ridicule, elle est pathétique, et elle est notamment le ressort comique de dizaines et dizaines d'œuvres de la pop culture qui se basent simplement sur le fait, on le voit dans les Monty Python, c'est la femme trans qui dit qu'elle veut être une femme, et c'est comique parce que ça paraît ridicule comme idée à tout le monde qu'on puisse vouloir être une femme alors qu'on est évidemment un homme, et d'ailleurs quand on essaie de l'être, on a l'air d'un clown, quoi. Et de l'autre côté, c'est la femme trans, pour le coup, prédatrice, agressive, dangereuse, dont on ne sait pas qu'elle est trans, parce qu'en fait, c'est une femme qui, en apparence, est très séductrice, qui pourrait convaincre n'importe quel homme. Enfin, c'est une femme fatale, quoi, mais dont, en fait, on s'aperçoit qu'elle est un piège, qu'elle est un homme, et qu'elle va surprendre des hommes en les forçant à coucher avec elle, ou simplement
en les trompant, quoi. Et c'est la femme trans trompeuse, prédatrice, etc. J'ai pas forcément de figure en tête, mais c'est une représentation pour le coup plus minoritaire, mais qui est l'autre versant, mais qui existe beaucoup, par exemple, dans les analyses universitaires transphobes des années 70, qui un peu classent aussi les femmes trans, notamment les travaux d'un certain Blanchard, un vieux psychiatre transphobe assez pionnier sur la question. Et c'est très difficile, alors même que le sujet de la transidentité est devenu un sujet politique un peu médiatiquement, de dépasser ces deux représentations. On le voit dans la fiction aujourd'hui, qu'il y a une sorte de troisième cliché qui émerge, c'est la femme trans qui n'est pas pathétique, qui est réellement une femme, ça ne fait aucun doute, etc., mais qui est toujours, par contre, soumise aux aléas de la vie, à la discrimination, à la violence, de telle sorte qu'elle n'a aucune sorte d'agentivité et de pouvoir sur sa vie. Et donc on manque de récits de personnes trans par elles-mêmes qui montrent aussi que malgré toute la violence qu'on se prend dans la vie, on fait nos propres choix, on fait nos propres chemins face à toute cette violence et qu'on n'est pas juste des êtres ballottés par le destin. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui, les récits de quelles sont les difficultés auxquelles on fait face, mais aussi qu'est-ce qu'on construit face à elles. C'est des récits de toute la force militante que créent les personnes trans dans leur collectif, de l'inventivité de ces collectifs. Les personnes trans créent des collectifs, mais comme toutes les personnes qui sont devant des questions de violence extrême ou de vie ou de mort, hein, c'est comme ça que des collectifs ultra innovants comme ACT UP ont émergé. Les personnes trans aujourd'hui créent des formes d'organisation, des formes d'autosupport entre elles, des formes de solidarité pour l'accès aux soins, pour l'accès au logement, pour l'accès aux droits sociaux, etc., qui sont novatrices, qui sont extraordinaires et qui sont très peu mises en récit. Est-ce que Rachel ou Lexi, vous voulez ajouter quelque chose? Je ne sais pas si j'ai raté un petit signe de Lexi, c'est pour ça. J'étais pas sûre. Autour de ces représentations, c'est vrai que forcément, mais ça fait écho à... alors, pas comment sont faites les représentations, mais ça fait écho à justement les luttes féministes qui, à un moment, bataillent sur des représentations des femmes toujours aussi clichés. Et justement, il y a ce côté alors, j'ai bien compris qu'en réalité, le féminisme, ça va. Il y avait juste quelques personnes un peu agacées qui ne s'appellent même plus féministes. De toute façon, bon, c'est quand même le thème de la conférence, donc on va rester sur ce sujet. Il y a ce côté-là de quand elles veulent mettre de côté les femmes trans du féminisme, il y a un peu cette notion de comment ça, les femmes trans n'ont pas besoin du féminisme. Et donc j'aimerais vous demander à toutes les trois, justement, non pas pourquoi est-ce que vous avez besoin du féminisme, mais quand est-ce que dans vos transitions respectives ou dans vos expériences respectives est arrivée la première expérience de la misogynie, et pourquoi, à quel moment et comment est-ce que vous vous êtes dit « Ah, ok, je suis une femme trans, je vais avoir besoin du féminisme ». Est-ce que vous voulez commencer, Rachel? Bon, alors d'abord, pourquoi on a besoin du féminisme? Parce qu'on est des femmes. Voilà, merci, au revoir et à demain. Je vais un petit peu étayer. Non, mais oui, ça part de là. Nous, on ne dit pas ici que les femmes trans ont exactement le même vécu que les femmes cis. Mais je n'ai pas non plus le vécu d'une femme handicapée ou d'une femme racisée. Maud expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Voilà, à chaque fois qu'on veut trouver une définition universelle de la femme, en fait, on en exclut toujours énormément. Et en fait, ce qui nous rassemble, en tout cas ce qui participe à nous rassembler, c'est notre expérience de l'assignation à la classe des femmes. En fait. Et ça se traduit par le sexisme. Et alors bien sûr, on peut être victime de transphobie, mais en fait, au quotidien, moi, je suis bien plus victime de sexisme, en fait. Je vais vous donner un exemple qui parlera peut-être aux journalistes qui sont dans la salle, mais moi, j'ai travaillé pendant 5 ans à Sud-Ouest et j'ai commencé avant ma transition.
Et avant ma transition, j'étais majoritairement ce qu'on appelle sur le terrain, même très majoritairement. Et puis après, j'ai été très majoritairement sur le desk, à la mise en page, au secrétariat de rédaction. Ce qui correspondait à l'expérience des femmes dans la rédaction qui sont quand même, je ne sais pas si peut-être que ça a changé aujourd'hui, peut-être je le souhaite, mais qui étaient quand même plus souvent sur le desk, comme on dit, que sur le terrain. Bon, mais voilà, finalement, effectivement, ils ont bien pris en compte que j'étais une femme et que donc je devais être traitée comme une femme. Et puis pareil, sur le terrain, j'ai très très vite, mais même extrêmement, avant que je me présente effectivement comme une femme à mes intervenants. C'est vous dire. C'est pour ça que j'étais extrêmement surprise sur le coup, où on rencontre des interlocuteurs parfaitement sexistes, qui vous draguent, entre guillemets, alors, je n'irai pas jusqu'à dire du harcèlement parce que ça n'a pas été répété, mais voilà, et où en fait, il faut un petit moment pour se dire, ah mais oui, mais en fait, je ne connaissais pas cette interaction, mais en fait, voilà, c'est effectivement du sexisme. Et c'est là qu'il y a un truc très paradoxal pour les femmes trans, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, je sais qu'il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est le cas de mes voisines ici, c'est qu'en fait, au début, finalement, le sexisme, il valide le fait qu'effectivement, on passe bien pour une femme d'une certaine manière. Et que la première fois que je me suis fait siffler dans la rue, j'ai dit, ah, bah oui, enfin, quand même. J'ai dit ça à une amie, une femme cis, qui dit, tu verras, ça va vite te saouler. Et effectivement, ça m'a vite saoulé. Mais voilà, c'est ça qu'on partage. Et finalement, là, qu'est-ce qui nous aide face à tout ça? C'est le féminisme. Vous avez été dénoncée, Lexi Modotti. Non, Lexi. Lexi, c'est pour vous. Je crois qu'il est important de dire aussi que cette expérience de la misogynie, du sexisme, en fait, c'est pas nécessairement du jour au lendemain, à partir du moment où on a mis du rouge à lèvres. Il y a dans de nombreux cas, pour beaucoup de femmes trans, en fait, une espèce de continuum, notamment dans ce qu'on appelle les violences du placard. Moi, avant même de prendre conscience, de savoir que j'avais le droit, qu'il était possible, qu'il y avait des mots, parce que j'étais déjà ancrée et que j'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir en allant vers l'expression d'une féminité qui est la mienne, j'étais déjà en fait stigmatisée en étant le PD, mais le PD, la folle, le travelot, qu'est-ce que t'es? Donc en fait, c'est déjà l'expérience d'une forme de stigmatisation d'une forme de féminité qui ne fait que s'enraciner et s'intensifier avec un coming out trans, parce que là où elle est nimbée de flou et qu'on a quand même, d'une certaine façon, la doublure de l'homophobie qui fait qu'on n'est pas exactement dans de la misogynie, ça ne fait que s'intensifier et s'enraciner avec le coming out trans et l'affirmation de notre transidentité. Moi, je pense que ce besoin du féminisme, il est venu, c'est un sujet qui est compliqué, mais il est venu avec l'expérience des violences sexuelles. J'avais déjà fait mon coming out, j'étais en début de transition sociale, et c'est l'expérience de violence sexuelle, d'agression sexuelle qui m'a fait prendre conscience que, en tant que femme trans, institutionnellement, j'allais aussi avoir besoin, je pensais pouvoir vivre avec la communauté, que voilà, on faisait nos chemins, mais en fait, on peut pas, le besoin d'une existence et d'un rattachement institutionnel à des structures qui peuvent comprendre, qui peuvent encadrer, il est venu comme ça. Le féminisme en tant que vraiment organisation politique et pas juste sororité interpersonnelle, cette prise de conscience, elle est venue par l'expérience des violences sexuelles. C'est aussi venu avec la prise de conscience qu'il existait de fait aussi des froideurs dans ce mouvement, parce que j'ai aussi entendu à cette occasion que j'étais pas vraiment victime, j'étais pas exactement victime. C'est là aussi qu'on voit que le besoin de témoigner d'expérience, le besoin de montrer la convergence, c'est très concrètement pour aussi pouvoir créer des solutions avec nous sur ce qui nous concerne et ce qui n'est pas forcément compris et vu par des personnes cis.
Merci. Moi, je voudrais juste ajouter du coup un petit truc parce que vous avez dit l'essentiel, mais qui est aussi rebondi sur la question précédente de la représentation des personnes trans dans les médias. Bien sûr, on a besoin du féminisme en tant que femme trans. Voilà, parce qu'on est des femmes et donc on subit tout un tas de choses que subissent tout un tas de femmes au quotidien, sans en faire la liste. Mais vous avez donné 2 exemples d'expériences assez communes. Mais la trajectoire de violence qu'on subit en tant que personne trans, et en particulier en tant que femme trans, elle est particulière dans le sens où elle n'est pas... c'est un continuum, mais elle n'est pas linéaire dans le temps. Notamment, la dose, entre guillemets, de transphobie versus sexisme qu'on peut subir, même si les deux sont toujours intrinsèquement liés, dans un parcours de transition, elle est très variable dans le temps. Et typiquement, la période de début de transition où on va être très perçu comme personne trans, ça va être une période où il y a énormément de transphobie. Et petit à petit, bon après c'est selon les parcours de chacune, mais en particulier quand on commence à avoir un passing au quotidien qui fait que dans la plupart des interactions, on n'est pas perçu comme trans. Cette expérience de la transphobie, ça devient une expérience qui est souvent plus intime, qui est souvent plus avec les proches et beaucoup moins dans l'espace public. À l'inverse, l'expérience du sexisme devient une expérience beaucoup plus commune dans l'espace public, dans des institutions comme le monde du travail, comme simplement les institutions familiales plus larges, etc. Et donc ce glissement qui s'opère fait que nos focus militants aussi, parce que beaucoup de personnes trans s'engagent dans le militantisme en faveur des droits des personnes trans au début de leur transition, ils évoluent beaucoup au cours de la transition. Et en particulier, plus on avance dans une transition pour une femme trans, plus le focus militant va être mis sur des questions de féminisme et sur la prise de conscience que notre place, on la partage beaucoup avec les femmes cis. Et ça a une conséquence qui est liée du coup à la représentation des personnes trans, c'est que malheureusement, pour des raisons liées à cette mise en scène et à cette fétichisation de la transformation, etc., il y a un truc qui est que les médias adorent inviter des personnes trans qui viennent de faire leur coming out, qui sont en tout début de transition et qui donc ont forcément un regard et un focus qui est aussi anglais, et qui est intéressant, qui est important comme parole, mais qui est anglais sur ce moment du début de la transition. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes trans qui, devant la baisse des violences transphobes, parfois sortent du militantisme ou simplement sont dans le militantisme, mais ne pleurent plus une parole sur les droits des personnes trans, alors qu'une parole sur les droits des personnes trans de la part d'une personne qui a transitionné depuis 10 ans, elle est aussi extrêmement intéressante et extrêmement précieuse. Et cette parole-là, elle n'est pas du tout représentée dans les médias. Et du coup, voilà, c'est un truc que je voulais souligner sur ce lien entre trajectoire qu'on a face aux violences et représentation médiatique, qui fait qu'il y a une représentation très inégale en fait des personnes trans dans le moment où elles sont dans leur transition. Les femmes trans souvent en tout début de transition, les hommes trans souvent représentés plutôt avec un bon passing et assez avancé dans leur transition, qui fait qu'on a des discours qui ne sont pas représentatifs de la pluralité de la vie et des différents moments de la trajectoire, quoi. Je suis pleinement d'accord, je voulais juste ajouter un petit truc. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement il y a quelque chose de progressif. Après, mon expérience me dit aussi qu'il y a des trucs qui arrivent vraiment du jour au lendemain et qui marquent aussi à quel point effectivement le genre c'est très relatif. Moi, je me souviens que la première fois qu'on m'a appelé madame, j'étais très loin d'être hormonée, très loin d'être opérée ou quoi que ce soit. J'étais même pas maquillée, j'étais même pas particulièrement habillée avec des fringues de femme. Et on m'a appelé madame parce qu'il y avait 2-3 trucs qui avaient changé. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vraiment extrêmement relatif le genre dans notre société. Mais justement, en parlant de perception du genre, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les récits de personnes trans. Alors là, je vais vraiment me focaliser sur les femmes trans qui font leur transition. C'est la difficulté de la transition civile, de faire changer les papiers. Où voilà, faut aller devant des commissions et il faut ressembler à une femme, mais ressembler à une certaine image de femme.
Moi, c'est voilà, moi, je faut avoir les cheveux longs, faut être maquillée, faut manger. En tout cas, moi, c'est ce que je retrouve dans les récits que je lis. Et c'est toujours d'une grande violence. Et résultat, moi, ça m'interroge. Est-ce que vous diriez qu'il y a une injustice à être une femme trans? Parce que pour être reconnue comme une femme trans, waouh, il faut répondre encore plus aux clichés sexistes qu'une femme cis. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'une femme trans soit reconnue comme une femme, il faut vraiment qu'elle y aille à fond. Mais parce qu'elle y va à fond, on va dire ah ben vous êtes complètement dans les clichés en fait. Voilà, c'est bien que vous n'êtes pas une femme. Alors que si je sais pas, on aurait fait moins d'efforts, ben, vous n'êtes pas une femme non plus. Donc de toute façon, on est perdante à tous les coups. Moi, j'ai une expérience de changement d'état civil avant la nouvelle loi de 2016. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas. Pour le coup, je suis moins renseigné sur ce qui se passe maintenant. Mais ouais, moi, j'ai fait mon changement au tribunal de Bordeaux et avec une avocate. Et dans le dossier étaient demandées des photos de moi, et y compris des photos de pied, c'est-à-dire de pied en cap, quoi. La question, c'est à quoi ça sert, quoi, en fait, à part pour valider une théorie sexiste, finalement, quoi. Moi, j'ai une expérience aussi de transition auprès de ce qu'on a de membres, comment dire, du personnel de santé de la SOFECT. Donc ce qu'on appelait fut un temps les équipes officielles, parmi lesquelles c'était entre guillemets plus facile d'obtenir une transition, mais en fait c'était plus facile quand on correspond à tous les clichés de ceux qu'ils imaginent être une femme. Et je me souviens très bien d'ailleurs que moi j'avais choisi cette option parce que j'étais à Bordeaux et qu'il y avait une équipe à Bordeaux, ça me paraissait simple et ça me posait pas de souci de, en fait, sinon mentir, en tout cas arranger les choses devant la psy de l'époque. Et ce qui était assez drôle, c'est que en fait les clichés vont bien au-delà des clichés sexistes. C'est-à-dire que à un moment donné, je voulais pas dire à la psy que j'étais lesbienne, parce que je me disais que ça pouvait jouer contre moi, puisqu'évidemment une femme c'est hétérosexuelle, hein, comme chacun sait. Et un jour, j'ai fini par cracher le morceau. Et je me suis dit, oh là là, c'est une mauvaise idée, tout ça. Et puis quelqu'un qui connaissait bien cette psy m'a dit, non mais t'inquiète pas, vu que tu es journaliste, tu travailles à Sud-Ouest, tout ça, dans sa tête, tu es un bon niveau. Et elle se dit, bon, elle peut gérer. Peut-être femme et lesbienne, ok, c'est jouable pour elle, parce qu'elle n'est pas complètement débile, elle est de ma classe sociale, en fait. Donc, c'est ça, ce type de violence qu'on peut avoir tout au long de... Mais voilà, moi, encore une fois, ça commence à être un témoignage un peu vieux. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Voilà. Je suis obligée de prévenir l'ingé son. Lexi, vous vouliez intervenir sur cette question? Oui, alors c'est très vrai ce que dit Rachel quand elle explique qu'on perd tout le temps en fait. C'est que on nous reproche, et c'est d'ailleurs une rhétorique qui s'est largement imposée dans les milieux transphobes pour invalider notre existence même. On incarnerait et on renforcerait les stéréotypes de genre à l'échelle de la société, sans réfléchir à d'où viennent ces stéréotypes de genre, pourquoi et comment ils ont été mis en place. À qui d'autres on les impose. Enfin, c'est vraiment, il y a des doubles standards constants quand on est une femme trans. Quand on change d'état civil, on nous demande encore des photos. Moi, on m'avait demandé dans le dossier d'ajouter, j'avais pas mis de photos parce que j'estime que j'ai pas à le faire et c'est censé plus être légal de le demander. Et on m'a demandé d'en mettre une aujourd'hui et d'en mettre une de quand j'avais 16 ans, avant ma transition. Le problème, c'est que moi, à 16 ans, à part mettre des boucles d'oreilles et me maquiller plus, j'avais déjà les cheveux aussi longs. Et en fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est pas juste ridicule et abusif, en fait, de faire cette demande de s'immiscer dans
des vécus pour estimer si c'est assez légitime, si le résultat est assez convaincant. C'est aussi une angoisse incroyable parce que changer de papier, c'est une sécurité. C'est s'assurer que plein de protocoles administratifs vont être faits de façon plus fluide, plus simple et sans permettre de stigmatisation. C'est nécessaire. Et en fait, avoir conscience, parce qu'on se le dit aussi entre nous, il y a une vraie transmission de toutes ces choses dans la communauté. Avoir conscience d'à quel point des choses ridicules peuvent complètement empêcher, bloquer des changements aussi nécessaires, c'est aussi une charge mentale, c'est aussi une source d'angoisse. J'ai aussi commencé ma transition médicale avec les équipes de la SOFECT. Je ne savais pas comment faire autrement à l'époque, il y a 6 ans. J'ai souvenir d'un rendez-vous avec un psychiatre. Il était 8 heures le matin, j'avais dû faire 50 minutes de transport, enfin vraiment j'avais fait au plus simple. Et on m'a reproché d'avoir mis des baskets. C'était pas très féminin. Oui, c'est intéressant que vous ayez toutes les deux fait le continuum en fait entre ce moment de changement à l'état civil où le juge juge notre féminité pour savoir si on est. C'est pareil pour les hommes trans hein, au passage, mais il y a quelque chose. Enfin, c'est pas exactement pareil. Les hommes trans, on va juger que c'est bien des hommes trans, mais justement, c'est intéressant de voir pour les femmes ce qu'il y a aussi de processus de conformation misogyne en fait. C'est-à-dire que on va juger de notre féminité au tribunal, on va juger de notre féminité chez le médecin, effectivement, à la SOFACT, typiquement ce truc de on a accès aux soins si on présente suffisamment féminin dans la manière dont on s'habille et dont on se maquille. Mais du coup, ça permet aussi de voir comment la distinction que je faisais tout à l'heure entre violence transphobes en début de transition et violence misogyne qu'on va ensuite plus subir avec un effacement des violences transphobes, on peut les voir aussi, quand je parlais d'intrication, comme en fait dès le départ des violences misogynes. C'est-à-dire que les violences transphobes envers des femmes trans dont on sait que c'est des femmes trans et qui sont perçues comme femmes trans, en fait c'est des violences de conformation de genre. C'est des violences de si tu veux être une femme, il faut que tu arrêtes de faire ci, faire ça, qui sont en fait des violences subies par toutes les femmes. Et le processus de transition et ce qui est au départ souvent perçu comme simplement des violences transphobes, c'est en réalité un processus d'assignation et de déclassement très violent que subissent les femmes trans, où du jour au lendemain, on accepte le fait, entre guillemets, qu'elles soient des femmes, mais elles vont devoir en payer le prix que payent toutes les femmes, et elles vont devoir se ranger dans la case où se rangent toutes les femmes, sans quoi elles subissent des violences. Et c'est les violences que subissent toutes les femmes, si elles ne sont pas assez féminines au travail, si elles sont pas assez, si elles prennent trop de place dans l'espace public, si elles s'énervent, elles sont violentes, etc., etc. C'est un peu accentué parce que du coup, les femmes trans doivent prouver entre guillemets plus, mais c'est des mécanismes qui sont extrêmement similaires et extrêmement parallèles, qui sont des mécanismes de domination simplement, de domination patriarcale. Merci beaucoup. Je vais me permettre une première pré-conclusion. Si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, cette table ronde, elle a été anglais, c'est-à-dire qu'on a choisi un thème qui est les femmes trans. C'est pour ça que transidentité est également au singulier, c'est cosmétique, mais parce qu'il faut garder en tête que voilà, nous avons parlé de transition très binaire, mais il y a également des personnes non binaires. Le genre n'est pas que double, il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des femmes. Il y a des personnes non binaires qui ont un passing, c'est-à-dire qui ont une apparence selon des critères plus ou moins féminins, plus ou moins masculins. Et ça rejoint également voilà, l'injustice de ce que vous vivez, mais également l'injustice de ce que ces personnes-là peuvent vivre, qui est que quelle est la bonne apparence, quel est à quel moment puis-je être considérée comme une femme, à quel moment puis-je être considérée comme une personne non binaire. Ça a été un choix. J'aime à penser que ça n'était pas une exclusion, mais effectivement, les personnes non binaires ont à la fois la chance et la malchance d'être en ce moment un peu oubliées par les médias.
Oui, ça dépend les moments. Voilà. Mais donc voilà, ça a été un choix, mais je tiens à souligner que voilà, le genre n'est pas que binaire. Dans cette thématique-là, et c'est là que, franchement, si j'ai une bêtise, dites-le moi. J'aimerais aussi terminer en disant que ce ne sont pas, même si c'est le cas, en réalité, ce ne sont pas aux personnes cisgenres de décider quelle doit être la transition. La transition n'a pas forcément à être médicale, n'a pas forcément à être hormonale. On peut simplement vouloir faire une transition sociale, faire une transition administrative, ce ne sont pas non plus aux personnes cis de dire bah, c'est bon, vous êtes des femmes trans parce que vous avez fait votre transition médicale. Ça va, je pas dit de bêtises. J'aurais beaucoup aimé revenir également. Vous savez quoi? Je m'en fous, c'est la pause déj, je fais ce que je veux. Il y aura des questions après quand même. J'aimerais juste, oui, il faudrait 2 heures. J'aimerais juste, une fois qu'on a un peu conclu voilà, sur cette table ronde féminisme et transidentité, Maud, revenir. Vous avez mentionné ces 2 collectifs de parents parce que c'est important et parce que, oui, les enfants, ça va bien. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ces 2 collectifs de parents qui bloquent les transitions de leurs enfants? Parce qu'en plus, vous avez quand même employé le mot quasiment de thérapie de conversion. On est en France, ça me paraît extrêmement grave. J'aimerais bien en fait que vous parliez de ça et que vous sensibilisiez un peu sur ça. Juste sur le point juste avant, c'est effectivement important de rappeler que toute transition n'a pas à être médicale, administrative, etc. Mais c'est aussi important d'avoir en tête que le discours dominant dans la société, il va dans l'autre sens. Les personnes sont découragées de transitionner médicalement. On leur dit tu n'en as pas besoin, tu peux être une femme, être un homme sans transitionner médicalement, parce que justement on a l'impression que ça va dans l'autre sens. Mais ce dont généralement beaucoup de personnes trans ont besoin, c'est qu'on leur dise que tu transitionnes médicalement ou non, dans tous les cas, je t'accepterai, tu fais ce que tu veux, etc. Faut faire attention à ne pas verser dans l'autre sens, à décourager en disant mais tu es valide si tu ne le fais pas, mais sans souligner aussi que tu es surtout valide si tu fais ce que tu veux, quoi. Bon, voilà. Sur Hippomonie et l'Observatoire de la Petite Sirène, bon, il y a une instrumentalisation des enfants dont on a parlé tout à l'heure, qui s'inscrit dans une offensive plus générale, donc contre les droits des femmes, contre les droits à l'autonomie corporelle, mais aussi plus générale contre l'autonomie des enfants et contre les droits des enfants. C'est pas anodin qu'on ait vu apparaître dans Le Monde, dans Le Figaro ces 6 derniers mois, quelques tribunes sur qui vantent le retour de méthodes réactionnaires d'éducation des enfants, avec des psychologues qui défendent que c'est une très bonne méthode d'enfermer les enfants. Ça viendrait à l'idée de personne d'enfermer qui que ce soit d'autre que les enfants quand on a un conflit avec eux. Enfin, on le fait, je veux dire, à l'échelle de la société, mais je veux dire en dehors des tribunaux, quoi. Et bon, il y a une offensive assez impressionnante et encore pas très visible, mais qui est en train de s'organiser sur les droits des enfants. Je pense que c'est important de le souligner. Et donc, du coup, ils sont instrumentalisés dans une logique où on leur nie toute autonomie, c'est-à-dire on part du principe que les enfants, tant qu'ils sont mineurs, n'ont pas le droit de faire des choix et surtout ne sont pas capables de savoir ce qui est le mieux pour eux, ce qui est généralement assez faux. Les enfants savent globalement ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, accompagner les enfants trans dans leur transition, on le sait, et pour le coup, non seulement c'est une question politique d'autonomie des enfants et c'est très important, mais c'est aussi une question de santé. On sait que c'est le seul moyen d'améliorer l'état de santé des enfants trans. C'est-à-dire qu'un enfant trans qu'on empêche de transitionner, qu'on force à vivre une puberté dans un genre dans lequel il a décidé qu'il ne vivrait pas, s'il a décidé qu'il ne vivrait pas dans ce genre, ça peut déboucher sur des décisions très, très concrètes et notamment des suicides, quoi. Et l'accès aux soins des enfants comme des adultes trans, l'accès aux soins quand ils le demandent, c'est le facteur numéro 1 de baisse du taux de suicide chez les personnes trans souffrant de dysphorie de genre. En tout cas diagnostiquées comme telles, ça aussi on a des études qui nous le prouvent. Et donc on a ces collectifs de parents qui disent
non, je sais mieux que mon enfant ce qui est bon pour lui et je vais le forcer à vivre dans le genre que j'ai décidé pour lui, puisque c'est du coup ça qui se passe. Et c'est concrètement des thérapies de conversion. Ça n'a pas encore été décidé par la justice française et ces gens n'ont pas encore été condamnés pour thérapie de conversion parce que la loi est très récente et puis qu'il faudrait aussi prouver fait par fait que c'est ça qu'ils défendent. Mais c'est ça qu'ils défendent, moi je le dis sans ambiguïté, quoi. Et notamment chez Hippomonie, et c'est vraiment terrible, c'est un collectif qui recrute et qui est composé à 100% de parents qui sont violents avec leurs enfants, de parents qui empêchent leurs propres enfants de transitionner, et donc de parents qui sont tous littéralement des tortionnaires de leurs enfants, quoi. Qui refusent, et donc bien souvent ça déclenche des ruptures familiales, et qui refusent simplement d'entendre que c'est peut-être eux qui ont tort quand leurs enfants, une fois devenus adultes, décident de couper les ponts avec eux. Et pas plus tard qu'avant-hier, l'Ordre des médecins a rendu un avis qui, pour une fois, va dans le bon sens. C'est rare de la part des institutions médicales comme l'Ordre des médecins, qui sont souvent très conservatrices, qui a cassé la décision d'un ordre des médecins régional qui, pour le coup, avait rendu une décision très conservatrice, qui avait condamné des médecins qui avaient accompagné un homme trans dans sa transition, alors qu'il était majeur, sur plainte de ses parents. C'est-à-dire que ses parents refusaient la transition de leur enfant majeur, qui avait transitionné et qui avait commencé sa transition en étant majeur, au titre pensaient être dans leur bon droit, ne s'expliquaient pas la rupture familiale, la distance qu'avait pris leur fils, etc. Et avaient pour ça attaqué les médecins et avaient obtenu gain de cause. Heureusement, ça a été cassé, parce que c'est quand même incroyable que des enfants, même majeurs, on leur refuse la transition parce que leurs parents ont décidé que c'était pas pour eux, quoi. D'un mot. En fait, quand vous lisez une tribune transphobe qui parle oulala, catastrophe pour les mineurs trans, en fait, quand vous lisez les arguments un par un, en fait, il n'y en a aucun où vous vous dites ah ouais, mais s'il est adulte, c'est ok. C'est tellement catastrophiste, pardon, que en fait, c'est là que c'est un, comment dire, un faux-nez d'une transphobie bien plus globale, quoi. Je suis désolée, j'ai 2 minutes. Je suis désolée, il y aura pas de questions, mais c'est complètement une décision parce que je trouvais ça intéressant. J'ai 2 minutes, Lexi. J'ai vu que vous aviez fait un petit signe pour répondre. Oui, sur Hippomonie, pour m'être infiltrée dans plusieurs de leurs conférences en ligne, lectures en ligne, notamment une donnée par Caroline Eliachev autour de son livre La fabrique de l'enfant trans. Alors, j'ai pas de capture d'écran sous la main tout de suite, mais on assiste à des chats dans lesquels on lit des parents dire littéralement qu'une thérapie de conversion, mot pour mot, ça n'est pas si mal. Et en même temps, cibler et renvoyer vers les comptes de personnes trans qui prennent la parole en nous définissant littéralement comme des chefs de culte. Ça me paraît une bonne conclusion. Voilà. Donc merci beaucoup à toutes les trois. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Vraiment, je suis super contente et je parle au nom de Far West, de Médiane, et j'espère du public. Merci à tous d'avoir assisté à cette table ronde. La prochaine est dans à peu près une demi-heure. C'est rap et culture populaire. Merci d'avoir été là et j'espère que vous allez passer un bon festival imprimé.